Nous en revenons aux amendements portant article additionnel après l'article 3. Hier soir, l'Assemblée s'est arrêtée à l'amendement numéro 298. Sur l'amendement 298, j'appelle Monsieur Mélenchon qui va présenter l'article. L'amendement 298. L'amendement 298 propose de retirer l'argument de l'évaluation du risque sur la compétitivité au moment d'organiser un licenciement économique. Nous pensons qu'invoquer l'argument de la menace sur la compétitivité pour prendre une décision avant que se manifeste la situation qui devrait conduire à un licenciement économique n'est pas sage. Nous y sommes opposés d'une façon générale. Naturellement, la compétitivité est un bien précieux. Encore faut-il comprendre ce que le mot veut dire. De la compétitivité, il y a des circonstances extérieures, la politique économique globale. Et le président de la République a raison de dire aujourd'hui, dans l'interview qu'il donne à Ouest France, que la politique économique de l'Allemagne a profondément déformé les conditions économiques dans lesquelles évolue la totalité des entreprises européennes et des déséquilibres se sont créés. La seconde est la compétitivité globale du site France. Ça, c'est du service public, c'est des équipements, c'est un niveau d'éducation, la mise à disposition des entreprises de personnel de haute qualification. Ce sont les arguments qu'en général on déploie pour attirer les autres entreprises et les capitaux étrangers sur notre sol. Restent donc les arguments internes à l'entreprise. Alors on les distingue en deux catégories. La compétitivité qui tient à la valeur d'usage de la production, des marchandises qu'on met en circulation, et donc à ce moment-là, cette compétitivité, elle va dépendre exclusivement des investissements qui sont faits, des machines qui sont acquises pour perfectionner l'objet lui-même et améliorer sa valeur d'usage. C'est bien pourquoi on a pu parler un temps de baisse tendancielle du taux de profit liée à la nécessité sans cesse de courir après la technique la plus avancée. Reste donc un seul et unique paramètre sur lequel il est possible de peser, car évidemment l'amélioration de la valeur d'usage se traduit par des investissements, c'est la valeur d'échange. Ça signifie donc les salaires. Au bout du compte, ça ne veut dire qu'une chose, protéger la compétitivité en supprimant des postes pour augmenter la profitabilité de l'entreprise. Voilà pourquoi ce ne peut être un argument avant que la décision de licenciement économique soit prise. Merci, Monsieur Mélenchon. Nous passons à l'amendement numéro 215, qui est présenté par Monsieur Ruffin. Oui, bonjour, chers collègues, bonjour, monsieur le porte-parole du gouvernement. L'an dernier, moi, je défendais une boîte qui se trouve à Saint-Vincent-de-Mercuse, du côté de Grenoble. C'était une boîte qui fabriquait des barquettes en aluminium, qui s'appelait Ecopla, qui s'est retrouvée complètement pillée par un patron voyou. Eux, les salariés, c'est eux qui ont alerté, qui ont saisi un comptable. Ils ont tout fait ensuite pour aller voir le fournisseur pour qu'on continue à avoir de l'aluminium alors que le stock était vidé. Ils ont tout fait aussi pour, revêtant un costume, pour aller démarcher un à un le client et tenter de pérenniser leur emploi en faisant une demande pour la pérenniser sous forme de société coopérative. Pour la petite anecdote, il y a eu des appels pendant 2 ans faits auprès, à l'époque, du cabinet du ministère de l'économie, Monsieur Macron. Le patron voyou a été reçu, les salariés n'ont pas été, mais passons sur cette anecdote. Mais à l'arrivée, il y a eu une demande très forte, très répétée, on a appuyé là-dessus pour qu'ils puissent reprendre leur entreprise sous forme de société coopérative. On a appuyé là-dessus auprès des tribunaux de commerce. Il se trouve que c'est un fonds italien, Cucchi, qui a été préféré. Pourquoi? Entre autres parce que pour les tribunaux de commerce, qui sont constitués à 100% de patrons, voir des salariés reprendre l'entreprise, ça n'apparaît pas comme quelque chose de naturel. Et donc je pense que cet article 215 qui, en situation de fermeture de vente ou de liquidation judiciaire, donne un droit aux salariés pour reprendre leur entreprise de manière coopérative, c'est pour vous non seulement une manière d'aider les salariés, mais surtout d'aider l'entreprise à continuer à exister malgré le principal prédateur qui est parfois et souvent l'actionnaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ruffin. Cette question du droit de préemption, comme m'ont dit mes collègues du groupe communiste, est à nos yeux une des libertés fondamentales qu'il faudrait reconnaître aux salariés. Je veux dire, entre vous et nous, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir sur la propriété, ses limites, etc., dans ce moment particulier où une entreprise est en vente et où des salariés demandent à en devenir les propriétaires. Donc là, on est dans un moment où il n'y a aucune confiscation de la propriété.
le droit de préemption permet d'empêcher des situations aberrantes comme celle qu'on a décrite à Ecopla, où le tribunal de commerce a préféré vendre les machines à un Italien qui, évidemment, a acquis le carnet de commande en même temps, il n'y avait pas de brevet, mais le carnet de commande, et le carnet de clientèle. Pour payer quoi? La dette sociale correspondante au licenciement des gens qui se trouvaient là-dedans. Donc on voit l'aberration, mais qui a une logique du point de vue d'un tribunal de commerce, mais qui, sur le plan économique, est totalement absurde, car les ouvriers, les salariés de l'entreprise avaient conservé le carnet de clients. C'est-à-dire, les clients avaient dit « d'accord, on continue si c'est vous qui dirigez cette entreprise ». Donc ce droit de préemption, voyez qu'il donne de la souplesse et parfois c'est l'ultime moment qui permet de sauver une entreprise, de continuer à la faire vivre et de garantir sa production dans des conditions qui sont aussi une contribution à la protection de l'environnement. Car dans le cas qu'a évoqué mon collègue Ruffin, il faut savoir que dorénavant, l'unique capacité de production de barquettes en aluminium est repartie, pour toute la France, est repartie en Italie. Donc ce qui veut dire que chaque fois que vous appelez votre japonais, la préférée, pour vous faire livrer ou que vous achetez, la barque aluminium arrive d'Italie. Vous imaginez ce que ça représente. Voilà. Et le droit de préemption devrait parler, je crois, peut-être aux gaullistes qui, pendant des années, ont défendu la participation. Peut-être entendriez-vous cette forme particulière de participation, qui est un cran au-dessus, j'en conviens, puisqu'elle touche à la propriété elle-même, et c'est la coopérative, la naissance de la propriété collective des moyens de production dans une société d'économie mixte. Merci, Monsieur Mélenchon. Monsieur le ministre, vous avez la parole. L'avis du gouvernement sera défavorable parce que nous ne souhaitons pas effectivement élargir les CDOD avec les élargissements avec les contrats de mission. Vous savez que le gouvernement travaille plutôt sur l'amélioration du régime actuel du contrat de chantier. Pourquoi privilégier le contrat de chantier? Parce que dans sa forme juridique, c'est un CDI et que vous savez, quotidien de nos concitoyens, le CDI permet d'accéder au crédit, au logement, ce que ne permettrait pas forcément le CDOD. Et c'est la raison pour laquelle nous préférons travailler sur l'amélioration du contrat de chantier. Et je suis sûr que nous aurons un soutien large dans cet hémicycle sur ce sujet. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Ruffin a demandé la parole. C'est juste une question. On nous dit là que la différence finalement entre le CDD et le CDI de chantier, c'est que ça va nous permettre d'accéder à du crédit bancaire, à aller voir des propriétaires et ainsi de suite. Mais où est la garantie que ça ne sera pas interprété par les banques et par les propriétaires pour la réalité de ce que c'est, c'est-à-dire un contrat précaire durable? Monsieur le ministre. Peut-être que M. Ruffin pourrait, je vous invite à regarder ce qui se passe actuellement avec les contrats de chantier. Ce n'est pas un dispositif nouveau et donc ils ont une forme juridique qui s'appelle un CDI. Vous avez raison. Ensuite, le banquier peut examiner l'ensemble du dossier et considérer avec son libre arbitre de banquier, mais on peut souhaiter la nationalisation des banques, mais aujourd'hui il appartient aux banquiers de le faire. Mais je vous invite à regarder, non pas être dans la déclaration d'intention ou dans le procès permanent, je vous invite à regarder la réalité de l'efficacité, notamment sur l'accès au logement, des CDI de chantier. Et donc, je crois qu'il faut avoir cette inquiétude, elle est légitime, sur les conséquences du CDI de chantier, mais il faut avoir en tête que de toute façon, si vous voulez, notamment sur un chantier qui est forcément de courte durée pour une entreprise, éviter, et ça renvoie aux amendements précédents, des contrats précaires du type soit des CDD, soit de la sous-traitance à des boîtes d'intérim. Vous avez effectivement un outil qui est un CDI de chantier, qui, face à un propriétaire pour une location, est aujourd'hui considéré, et toutes les études le montrent, comme un élément satisfaisant pour un propriétaire qui loue son logement. Mais dans l'absolu, nous sommes tous d'accord pour privilégier et favoriser les CDI. Merci, Monsieur le ministre. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bernalicis. Oui, moi, je suis un peu frustré de la rapidité avec laquelle on balaye de la main la proposition de nos camarades du groupe GDR sur la réduction du temps de travail et sur, au final, ce mouvement progressiste qui consiste à rendre du temps libre à tout un chacun. Parce qu'on ne va pas passer son temps à le gagner, ni sa vie à la gagner. C'est ça l'état d'esprit. Et je pense que ça mériterait d'avoir un peu plus de débat et de contradiction, j'imagine, avec la ministre et le rapporteur. Et puis pour poursuivre, comme le disait ma collègue Madame Obono,
S'il y a du débat, c'est bien parce que nous apportons dans cet hémicycle des arguments contradictoires. Si nous n'étions pas là, ce serait entre la réaction et le suivisme traditionnel que se déroulerait ce débat. Effectivement, nous pourrions assister au 14 juillet en toute tranquillité. D'ailleurs, nous pourrions rester chez nous et vous pourriez faire toutes les lois que vous voudrez bien comme il vous semble. Mais je vous indique tout de même que regardez ce qui se passe dehors. Nous étions hier, pour ce qui nous concerne, sur la place de la République avec les nôtres. Et il se trouve que de semaine en semaine, nous sommes de plus en plus nombreux. Et il se trouve que plus ce débat avance, plus il évolue, plus le président de la République est crédité d'opinions défavorables. Donc moi je dis, nous avons intérêt à ce que ce débat se poursuive et le plus longtemps possible. Merci. Merci Monsieur Bernalicis. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, cet amendement est juste l'inverse du précédent, puisque nous proposons que la durée légale du temps de travail puisse être supérieure à 35 heures en fonction de ce qu'auront décidé les branches. Alors on donne un peu de poids aux branches, hein, nos amis des GDR qui ont défendu les branches avec passion hier soir peuvent remarquer que notre amendement va dans le sens, puisque nous proposons que ce soit les branches qui décident de la durée légale du temps de travail qui pourrait dépasser 35 heures. Sur cet amendement numéro 17, quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Oui, merci Monsieur le Président. Mais pour qu'il y ait une durée légale, il faut effectivement qu'elle soit légale et fixée par la loi. C'est pour ça que cette proposition n'a pas été retenue par la Commission, qui a repoussé avis défavorable. L'avis du gouvernement, s'il vous plaît, Madame la Ministre. Avis défavorable. Je rappelle juste que la durée légale qui est fixée à 35 heures n'est pas une durée maximale du travail, c'est le déclenchement des heures supplémentaires. Aujourd'hui, qui sont majorées. Aujourd'hui, la durée moyenne par salarié est de 39,1 heures. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Nogal. Merci Monsieur le Président. Je me joins à mon collègue Maillard pour vous féliciter pour votre première présidence. Vous êtes un des marcheurs exemplaires, et en parlant de marcheurs exemplaires, je voudrais revenir à la campagne. On nous a accusé, notamment nos amis de la France Insoumise, de remettre en cause les 35 heures. Donc on voit bien, et vous nous donnez la possibilité aujourd'hui de reclarifier les choses. Les 35 heures, c'est la règle, ça restera la règle, et donc nous nous opposons évidemment à vos amendements et aux amendements proposés par les Républicains. Merci Monsieur Nogal. La parole est à Monsieur Mélenchon. Oui, tant mieux, hein. Tant mieux, mais simplement, ça ne résiste pas à l'examen. 35 heures, ça n'a de sens que si la 36e heure, la 37e, la 38e et la 39e sont payées en heures supplémentaires, c'est-à-dire à un taux majoré. Parce que dire la durée légale du travail, c'est 35 heures, et mettre la 36e heure à peine 10%, ce n'est pas à vous que j'en fais le reproche, c'est à la loi El Khomri, ça revient à dire que 35 heures est un effet d'annonce. Donc nous sommes plus vigilants qu'il y paraît. 35 heures n'a de sens que plus la 36e heure coûte cher. Sinon, ce n'est pas 35 heures. D'ailleurs, personne ne travaille 35 heures dans ce pays. La moyenne, c'est 39 heures. Ce que sont en train de se faire rapter les gens, ce n'est pas de votre faute, c'est la loi El Khomri, c'est que jusqu'à présent, c'était 25%, exceptionnellement, c'était 10%, et maintenant, c'est 10%. Voilà pour vous. Pour la remarque il y a un instant, c'est à elle que je voulais répondre. Enfin, voilà, pour vous, vous n'y êtes pour rien. Hein. Ceci dit, en tout respect. Mais quant au débat, je suis au regret de dire à notre collègue que non, il n'y a pas eu de débat. On a eu débat comme sur un certain nombre d'idées qu'on a présentées, qu'on a échangées, mais le rôle du législateur, c'est d'abord de faire la loi. Et la loi sur le Code du travail, c'est les milliers d'articles du Code du travail, un par un, sur lesquels on discute, qu'on amende, qu'on corrige. Là, on a parlé de rien, de généralité, car les 7 articles, les 9 articles de l'ordonnance sont à un niveau de généralité tel qu'on peut, dans une même séance, nous-mêmes, proposer les 32 heures. Ce matin, on proposait je ne sais quoi et qu'on pouvait faire entrer tout ce qu'on voulait, tellement le texte est général. Donc, pardon de vous dire, collègues, le débat, nous tous, vous comme nous avons été à la hauteur de la situation, je pense, mais la situation, elle n'est pas à notre hauteur. Merci Monsieur Mélenchon. C'est un amendement qui propose d'encadrer les écarts de rémunération au sein d'une même entreprise dans un rapport allant de 1 à 20. Et donc cet amendement propose d'intégrer 4 chapitres au Code du travail, et ce faisant, ces 4 chapitres rendent le dispositif que nous proposons tout à fait, ne s'opposant en rien au principe constitutionnel. Je préciserai enfin que
encadrer les rémunérations au sein d'une même entreprise de 1 à 20 n'est pas dans notre esprit, ou est moins dans notre esprit, un mécanisme qui vise à plafonner les rémunérations qu'un mécanisme qui permettrait, le cas échéant, à l'entreprise de relever le salaire annuel le moins élevé de l'entreprise. Donc c'est un acte de justice. Merci. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Je voudrais vous faire part, chers collègues, d'un trouble. Parce qu'il m'arrive dans les couloirs ou à la buvette et tout ça, il y a un certain nombre de députés de En Marche qui viennent me voir et qui me disent votre film, on vous voit encore pour l'instant, nul doute qu'on passera bientôt au tutoiement, mais votre film était vraiment formidable. Et je me dis mais qu'est-ce qu'ils en ont compris alors? Et là, en l'occurrence, cet amendement-là, je pense que les quelques députés qui ici ont vu merci patron vont approuver l'amendement qui est proposé. Pourquoi? Parce que bon, la promo, vous savez, est déjà faite, le film n'est plus en salle, donc on est tranquille, il n'est même plus en DVD. Mais par contre, pourquoi? Parce que la première fois que j'ai rencontré les salariés de CCE, une boîte qui était donc sous-traitant de LVMH, et qui allait être licencié parce qu'il coûtait trop cher et donc il partait en Pologne, j'avais amené combien le revenu de Bernard Arnault s'était augmenté d'une année sur l'autre. C'était évidemment plusieurs milliards. J'avais déroulé une frise à terre en leur disant bon voilà, regardez, bon ça représentait pour eux 365 000 années d'une salariée, d'une couturière de CCE, mais c'était elle qui était payée trop. J'avais dit pour elle 365 000 ça voulait encore rien dire, que j'aurais déroulé une frise à terre en disant bah regardez, est-ce que c'est comme si vous étiez payé depuis la Deuxième Guerre mondiale? Non. Depuis la Révolution française? Non. Depuis Jeanne d'Arc? Non. On en arrivait au temps des cavernes. Il fallait imaginer mes copines, Marie-Hélène et ainsi de suite, en train de coudre des costumes Kenzo depuis les temps des cavernes jusqu'à aujourd'hui pour égaler une année de revenus de Bernard Arnault. Voilà la situation d'inégalité et d'injustice dans laquelle on se trouve. Eh bien, je pense que l'amendement qui nous est proposé là est à même de venir tempérer cette inégalité, et je suis sûr qu'au moins un certain nombre de députés du mouvement En Marche vont se solidariser avec nous. Je vous remercie. Merci Monsieur Ruffin. La parole est à Olivier Grégoire. Oui, je suis très étonnée en fait, et je voulais juste vous dire, Monsieur Jumel, parce que c'est pas la première fois, qu'il n'y a pas dans cet hémicycle de monopole, ni du dialogue social, ni de la position sociale. C'est pareil pour Monsieur Ruffin. Nous ne sommes ni des banquiers, ni des héritiers. Et il serait quand même assez opportun que dans cet hémicycle où on est censé défendre l'intérêt général et non les intérêts particuliers, vous soyez un tout petit peu plus respectueux de qui nous sommes, parce que nous vous respectons, et que vous n'avez aucune leçon à nous faire en matière d'origine sociale, à commencer par moi, voyez-vous. Je suis petite fille de couturière. Je suis petite fille de couturière, donc allez sortir vos symboles, c'est sympathique, mais nous sommes nombreux parmi ces bancs de La République En Marche et partout dans l'Assemblée à venir de milieux très modestes. Donc les héritiers, les banquiers, ce type de discrimination au démarrage de la mandature, au-delà du fait que vous ayez parfois de bonnes idées et que vous les portiez avec force et courage, un minimum de respect pour les origines sociales de chacun, et notamment pour les couturières. Merci. Merci Madame Grégoire. La parole est à Monsieur Mélenchon. Je n'y arrête pas parce que si chacun y va avec ses grands-parents... Bon, je reviens au sujet. Non, mais c'est bon, quoi. C'est bon, personne parmi nous... C'est bon, vous avez les nerfs à fleur de peau quand on vous parle, mais vous n'êtes jamais dérangé de nous accabler de sarcasme très personnel chaque fois que vous le pouvez. Alors je vous en prie, passons à autre chose. Cette autre chose, c'est l'idée de M. Jumel qui dit qu'il faut augmenter les salaires et il estime que cela a à voir avec les objectifs affichés de la loi, car vous faites une loi, pardon, pas vous, parce que sinon vous allez monter au plafond, cela là-bas en bas, c'est-à-dire le gouvernement, fait une loi dont il pense qu'elle va favoriser l'emploi parce qu'elle va libéraliser les conditions d'embauche, parce qu'elles seront meilleures, parce qu'on permettra de licencier. Bon, tout ça on connaît, c'est la politique de l'offre. Nous sommes sur la ligne de la politique de la demande, c'est-à-dire que si vous faites ce que propose M. Jumel, premièrement, vous tenez compte d'un fait qui est incontestable, c'est que depuis 1982, sur le total de la richesse produite par la patrie, c'est-à-dire par tous ceux qui travaillent, il y a 10 points qui autrefois venaient dans les poches des salariés, qui dorénavant passent dans les poches du capital. Pas de vous, du capital. Sous toutes les formes possibles. Dès lors, la récupération d'une partie de ces 10 points, que les 1 800 € mensuels ne contentent pas, je m'empresse de vous le dire,
permettent une réanimation de la demande. Notre modèle économique, c'est que quand on part de la demande, que ce soit la demande de consommation populaire ou des investissements par la transition écologique, on réactive l'activité. Et c'est ça qui crée de l'emploi. Si vous donnez des sous aux gens, notamment à ce niveau du SMIC, ils dépensent tout, pas parce qu'ils sont dépensiers, mais parce qu'ils ont besoin de toutes sortes de choses. Et alors, vous remettez en route le commerce, l'industrie, etc., etc. Il y a donc deux logiques économiques. Cessez de le prendre uniquement sous l'angle de la lutte de classe, mais en effet, la lutte de classe dans ce domaine s'affirme. La preuve, vous ne voulez pas. Oui, un mot simplement pour ne pas laisser dire que toutes les mesures qui seront prises par le gouvernement seront des mesures d'offre. Il y a tout un pan de travail sur la demande et notamment sur le fait de redonner du pouvoir d'achat aux plus modestes dans notre société. Et je ne voulais quand même pas que ça passe tout à fait inaperçu. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Oui, et je pense qu'il faut respecter les collègues. Ils expriment une opinion, j'en exprime une autre. Je voudrais vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous, car il s'agit uniquement de la redistribution à l'intérieur de la classe salariale de ce qui lui appartient déjà. Quand vous supprimez une cotisation sociale sur la part salariale, figurez-vous que cette cotisation, c'est du salaire. Mais c'est un salaire, une part du salaire qui est affectée. Donc vous ne changez rien. Globalement, ce qui allait à un endroit va à un autre. De la même manière, comme il faut le compenser, écoutez-moi, jusqu'au bout et je vais finir, comme il faut le compenser, comme chaque fois que vous supprimez une cotisation sociale, il faut le compenser par le budget de l'État à l'euro près, puisque ça, c'est la loi, ça veut dire que ce qui à un endroit a été donné est repris à l'autre. Et celui qui ou celle qui, par exemple, va voir son salaire progresser de la part que vous avez fixée, pourrait se retrouver à devoir le payer ensuite en impôts. Donc ce n'est pas vrai que globalement, on va avoir une capacité de consommation populaire supérieure. Ce n'est pas vrai. Ça ne correspond pas aux masses qui s'échangent dans le scénario économique que vous évoquez. Tandis que dans le nôtre, il s'agit d'une injection pure et simple, en modifiant la part de partage, non pas à l'intérieur de la classe salariale, mais entre ceux qui accumulent à un bout et ceux qui n'ont rien à l'autre. Monsieur, vous ne pouvez pas dire, chers collègues, le contraire. Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé à 9 millions de pauvres, tandis que nous sommes record d'Europe des millionnaires? Il n'y en a pas un seul dans cette salle, mais tout le monde est capable de comprendre qu'il y a un lien entre les deux. C'est que la dérégulation a permis aux uns d'accumuler et à dépouiller les autres, à commencer par les plus fragiles. Voilà ce que nous essayons de corriger. Voilà, et ça n'est aucune autre proposition que celle-là. La politique que vous soutenez n'est pas une politique de la demande, je suis au regret de vous le dire. Merci, monsieur Mélenchon. J'appelle maintenant l'amendement numéro 259, qui est soutenu par monsieur Vercamer. Oui, merci, monsieur le président. Quelques chiffres, madame la ministre. En 2014, le Conseil national de l'ordre des médecins soulignait que sur 7 ans, la baisse annuelle moyenne est de 11,2% des effectifs de médecins du travail au niveau national. Et au 1er janvier 2015, l'âge moyen des médecins du travail en activité était de 55 ans et la part des médecins du travail salariés âgés de plus de 60 ans était de 40%, sachant qu'il faut 10 ans pour former un médecin du travail, puisque c'est une spécialité en médecine. Ce qui veut dire qu'on va arriver dans des périodes où le service de santé au travail va être extrêmement en difficulté. Or, la loi oblige, non pas maintenant à la visite d'embauche, puisque vous savez qu'elle a été réformée, mais elle continue à exiger la visite de reprise, après un arrêt de travail, si je ne m'abuse, de 3 semaines consécutives. C'est-à-dire que pour tout ce qui est maternité, hospitalisation, etc., il y a une visite de reprise. Aujourd'hui, le service de santé au travail n'est pas en mesure d'assurer cette visite de reprise dans les 8 jours, telle que la loi l'exige. Je rappelle que le chef d'entreprise est pénalement responsable s'il se passe quelque chose sur son salarié, s'il n'a pas fait la visite de reprise du travail. C'est pour ça que je propose une modalité qui sera peut-être transitoire, je le souhaite, mais en tout cas qui permette aux médecins du travail de désigner un médecin classique, un médecin de ville, qui puisse assurer cette disposition médicale du travail dans des conditions que vous déterminerez par décret au Conseil d'État. Monsieur Vigier, la parole est à monsieur Mélenchon. À votre tour, vous noterez que nous sommes capables de soutenir des amendements qui ne viennent pas de nos bancs, la réciproque n'étant pas vraie. Mais bon, je vous en félicite, je vous complimente, faites-le davantage. Mais je vois bien la difficulté qu'il y aurait pour nous, mais néanmoins, nous allons voter avec vous. On pourrait nous dire, eh bien, vous mettez le doigt dans l'engrenage de la disparition de la médecine du travail, car on voit bien que ceux qui ont inventé la loi El Khomri et qui ont eu la cruauté de supprimer
la visite médicale d'embauche au profit d'une espèce d'examen de santé vague. Je vous rappelle, je dis vague parce qu'un infirmier peut le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne sache pas faire son métier, mais ça ne peut pas tenir lieu de visite initiale. Alors là, à la reprise, vous avez mentionné, chers collègues, la difficulté pénale, et heureusement vous avez complété, chers collègues, également par le danger que court le salarié lui-même. Donc, dans la mesure où notre débat aura bien signifié qu'il s'agit d'une mesure transitoire et non pas d'une mesure qui vise à remplacer la médecine du travail, évidemment, nous votons avec vous, parce qu'il faut d'abord s'assurer de la santé. Si on fait ça, ce n'est pas pour embêter je ne sais qui. Si on fait une visite médicale, c'est parce qu'on pense qu'il y a un problème, que quand quelqu'un reprend le travail après un arrêt de travail, il faut vérifier que tout va bien. Et on ne prend pas le risque de l'abîmer ou bien de le mettre dans une situation où, préoccupé par sa souffrance ou par une séquelle quelconque de la maladie ou du traitement, il viendrait à être plus distrait sur son poste de travail et entrer dans cette catégorie des 545 personnes qui décèdent sur leur poste de travail chaque année. Voilà. Une autre fois, j'attendrai l'amendement suivant. Nous dirons quand même que la base sur laquelle sont recrutés les médecins aujourd'hui produit son effet désastreux. Le numerus clausus, voilà le résultat, il n'y a plus de médecins dans ce pays. C'est incroyable. Merci Monsieur Mélenchon. Cet amendement aborde un sujet majeur, c'est la nécessité de donner un avenir à notre jeunesse qui peine de plus en plus à s'insérer sur le marché du travail. Donc pensez-vous sérieusement qu'en permettant de négocier les règles et la durée du CDD, qui, je le rappelle, aujourd'hui sont des dispositions d'ordre public, vous allez répondre à la montée des inégalités et de la pauvreté chez les jeunes. Vous avez effectivement proposé une mesure dont l'objectif, d'ailleurs, si ça se trouve, pourrait être partagé sur tous les bancs ici, c'est effectivement de permettre aux jeunes de rentrer facilement dans l'emploi. Mais on pourrait quand même se demander comment pourrait fonctionner votre mesure de façon assez pratique quand on est dans une entreprise, par exemple, qui recrute 1 ou 2 personnes par an. 10%, comment on fait pour le calculer? Et donc là, on va se trouver dans des difficultés, évidemment. Donc on pourrait du coup se dire que ça ne s'adresse qu'à des entreprises qui recrutent sur de grands nombres, mais en même temps, on sait que ce qui est important, c'est d'avoir la potentialité ou les compétences pour le poste, et c'est ça qui est important. Voilà, donc c'est un sujet que vous voulez évoquer, mais très franchement, chers collègues, je ne crois pas que cette mesure, celle que vous proposez, soit la plus adaptée pour favoriser l'emploi des jeunes. Donc je donne un avis défavorable à votre amendement. Merci Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Mais admettons, la réponse du rapporteur ne manque pas de pertinence. Et du moins, le calcul qu'il nous présente peut nous mettre mal à l'aise. Mais comprenez, les amendements servent à l'intérieur d'une discussion aussi à faire valoir un ordre de raisonnement. Si on ne veut pas de la politique de la demande, si on ne veut pas des quotas, alors comment va-t-on faire pour rattraper la possibilité d'entrer dans l'emploi d'une base considérable de jeunes, puisque c'est 700 000 par an qui sort de l'école et qui veut entrer dans la production. C'est pour ça qu'on a un écart pareil. N'allez pas croire les statistiques des voisins, hein. C'est pas mieux, hein. Ils n'y arrivent pas, sauf que comme ils en mettent des paquets en apprentissage et que le contrat d'apprentissage est considéré comme un contrat de travail, pas vu, pas pris, tout ça disparaît des statistiques. Bon, c'est le cas notamment pour les Allemands qui ont des résultats pitoyables. Bon, dans ces conditions, il faut bien qu'on propose une façon. Nous, vous avons proposé une façon. C'est la politique de la demande. Vous en proposez une autre, j'ai dit tout à l'heure, c'est celle de l'offre. Mais à la fin, il faudra bien que vous nous disiez comment vous allez faire pour intégrer des classes d'âge qui sont de plus en plus nombreuses. On a un petit pic de démographie pendant quelques années et on ne peut pas y répondre simplement en disant, comme l'ont fait les sociodémocrates récemment, eh ben on va donner des primes quand on embauche des jeunes ou on va diminuer leur salaire ou on va inventer le RSA jeune. Tout ça, c'est de l'embrouille, c'est de la tambouille. Ce qu'il faut, c'est qu'un jeune qui sort, qui a une qualification, il va faire son métier, il est fier de le faire et il est payé correctement parce qu'il a une bonne qualification. Voilà ce que nous essayons de régler. Merci Monsieur Mélenchon. Je rappelle aussi à tous les députés que dans le cadre de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, qui est devenu président de la République, avait, dans la promesse de campagne, dit qu'il fallait qu'on regarde aussi un système de bonus-malus pour effectivement encourager ou décourager l'excès ou au contraire le moindre excès de recours au contrat court dans une branche donnée ou dans une entreprise, plus exactement dans une entreprise donnée. Ce sujet sera donc à l'étude à partir de l'automne. Il entrera dans les concertations avec les partenaires sociaux et donc il rentrera dans les questions que j'aurai l'honneur de vous soumettre dans la réforme de l'assurance chômage dont nous aurons à discuter au printemps prochain. Donc voilà, il faut étudier le sujet. Il ne faut pas en faire une usine à gaz, parce que c'est toujours pareil, la bonne intention. Donc il faut trouver des modalités qui ont du sens. Mais l'idée d'encourager ou de pénaliser des excès dans le domaine des contrats courts qui ne sont pas liés à une nature d'activité, mais qui sont plutôt des pratiques qu'on considère que modifiables, ça fait partie des promesses de campagne. Nous travaillerons sur ce sujet, et j'espère avec le maximum de députés. Merci.
C'est un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Ruffin. Bon, d'abord, bonjour. Mais je suis heureux de voir que je peux avoir un point d'accord peut-être avec Emmanuel Macron. Je regrette que les conquêtes, ce qui pourrait apparaître comme des conquêtes pour le salarié, elles ne soient pas intégrées directement dans ce projet de loi. Mettons-les-y tout de suite. Mettons tout de suite cette idée de bonus-malus, plutôt que de le mettre à l'étude. Ce sont des questions qu'on va aborder. Faisons attention que ça ne soit pas une usine à gaz. Donc on se demande quand est-ce que tout ça va aboutir. Faisons-le et faisons-le maintenant. Moi, dans ma campagne, je faisais la tournée des artisans commerçants. Donc je faisais la tournée des commerces avec un tract spécifique. Et à un moment, je me retrouve devant les pompes funèbres de Longo. Je me dis, bon, je rentre pas. Bon, j'y vais. Le gars, il y avait un jeune gars qui portait un costard un peu comme moi quand je le revais, c'est-à-dire que je ne sentais pas très à l'aise là-dedans. Je me demandais s'il n'avait pas emprunté à quelqu'un. Je me disais, ça ne doit pas être le patron, quoi. Et donc, je discute avec lui et il m'explique, ouais, bon, d'accord. Et il m'explique que, bah voilà, en fait, il vient là pendant 1h30, chaque fois qu'il y a un enterrement, machin, et puis de temps en temps, on l'appelle pour. Mais attendez, et ça, ces heures-là, elles sont payées pour le salarié juste avec une mini prime de précarité. Je pense que là, il y a une proposition qui est faite pour dire qu'il faut taxer davantage d'entreprises qui recourent à ces systèmes et de manière à ce que ça soit aussi reversé aux salariés. Donc voilà, je pense que c'est une bonne mesure. Je dirais, je vous propose, moi, parce que je ne viens que tendre la main, c'est pour ça que je ne comprends pas la réaction qu'il y a eu tout à l'heure, je viens vous tendre la main et je dirais, aujourd'hui, devancez dès maintenant les bonnes intentions d'Emmanuel Macron. Merci Monsieur Ruffin. La parole est à Monsieur Daréville. Monsieur Brunel, c'est ça? Oui, merci. Voilà. La forme la plus aboutie et caricaturale du développement du précariat ces dernières années a consisté à faire porter le costume des travailleurs indépendants aux travailleurs juridiquement indépendants, mais économiquement dépendants. Il est maintenant convenu de désigner ce phénomène sous le vocable d'ubérisation, connu du public depuis le conflit des taxis qui a libéralement explosé ces dernières années. Il s'agit en fait de salariés qui n'ont plus aucun droit, plus aucune limite de durée de travail, plus aucun salaire minimum, plus de congés, plus de droit à la retraite, plus aucune protection contre le licenciement, plus de droit aux allocations de chômage, plus rien, en quelque sorte, exactement comme au XIXe siècle. Ma proposition et la proposition du groupe communiste avec cet amendement est de protéger les salariés de l'ubérisation en instaurant une présomption de salariat reposant à la fois sur la subordination juridique et la dépendance économique et d'encadrer par ailleurs le recours à la sous-traitance. Moi, je voudrais revenir du coup sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est quand même qui prend de l'ampleur. C'est pas un sujet annexe. Je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent des Uber et autres pour partir d'assemblée, pour aller je ne sais où. Peut-être plus maintenant vu qu'il y a une convention avec G7 et je n'ose espérer que vous dénoncerez cette convention pour aller se raccrocher à Uber. En tout cas, j'espère. Mais il y a aussi, au-delà de ça, tous les livreurs à vélo. Il y a eu un article sur le Bondi Blog là, qui est paru aujourd'hui que je vous invite à lire, où on voit la détresse de ces chauffeurs à vélo, puisque là, avec les inondations dans Paris, ben voilà, ils ne pouvaient pas rouler, ça leur fait une journée de travail en moins, il n'y a aucune compensation. Tous ceux qui ont voulu quand même rouler avec les intempéries, certains ont fait des accidents, se sont cassés la figure. Sauf que ben, ils sont pas protégés par le code du travail, donc pas de protection. Vous voyez un peu la difficulté. Vous nous dites, monsieur le rapporteur, que vous souhaitez prendre en compte cette problématique, que votre projet de loi, ce projet de loi va y répondre. Mais c'est-à-dire, y répondre par quoi concrètement? Parce que ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt moins de protection qu'il y aura pour ces salariés qui n'en sont pas en réalité. Alors qu'ici, l'amendement qui nous est proposé, c'est de les intégrer au salariat et de leur garantir le minimum syndical, passez-moi l'expression, que tout salarié est en droit d'avoir. On parlait tout à l'heure aussi de la médecine du travail. Tout ça est très lié. Enfin, quand on voit qu'il y a une augmentation du nombre d'accidents pour ces livreurs à vélo, qui pour se rémunérer correctement font des heures, et qu'avec la fatigue, ils font encore plus d'accidents, voilà, ça va devenir une vraie problématique aussi de santé. Merci pour votre attention. Merci Monsieur Bernalicis. L'amendement numéro 111. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à ajouter à la suite de l'article 3 un article additionnel.
Notre groupe propose par cet article que le gouvernement présente un rapport au Parlement dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la charge de travail des agents de contrôle de l'inspection du travail et sur la possibilité d'augmentation des effectifs de cette administration. Excusez-moi. En effet, les inspecteurs du travail exercent un rôle fondamental, à savoir assurer l'application effective du droit du travail, protecteur des salariés dans la relation contractuelle déséquilibrée conclue avec leurs employeurs. Aussi, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont vu leurs effectifs fondre de 20% en 10 ans. Le contrôle du respect et l'accès au droit du travail s'en trouve de plus en plus difficile, tant pour les salariés que pour les employeurs. Donc, pour nous, le renforcement de cette administration et de ce corps de métier de contrôle est indispensable. Le rôle des inspecteurs du travail est bien de veiller à ce que les employeurs n'aillent pas à l'encontre de la loi. Et je suppose que vous avez tous et tous ici, comme nous, la volonté de protéger la société contre les employeurs délinquants. Car la mise en place de normes en droit du travail sans fournir les effectifs suffisants à leur contrôle rend ces normes inopérantes. Vous savez que l'absence de contrôle favorise la fraude et donc la distorsion de concurrence. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons d'adopter cet amendement. Merci. Merci, Monsieur Ratenon. La parole est à Monsieur Ruffin. Déjà, on y viendra peut-être au cours d'autres débats sur les fonctions de l'inspection du travail et la manière qu'on aurait aujourd'hui de la rapprocher du terrain plutôt que de l'éloigner dans les bureaux. Mais c'est une autre question. Je voulais juste revenir sur... il y a un esprit de la loi là, dont on discute depuis le début où il semble qu'on va vers le retrait de la loi, où on nous dit que c'est mieux que ça se discute au niveau de l'entreprise. On apparaît en filigrane un retrait de l'État au profit de... ça va se négocier directement entre les salariés et les patrons. Et je voudrais revenir sur l'origine de l'inspection du travail et les réticences, les fortes réticences qu'il y a eu. Vous avez cité, Madame la Ministre, dans votre première intervention, le rapport Villermé, puisque la naissance de l'inspection du travail, ça vient après le rapport Villermé, donc après ce rapport notamment sur le travail des enfants. Et là, comment réagissent à la fois les entrepreneurs de l'époque et les députés qui les représentent? Je cite un député, le député de Beaumont à l'Assemblée nationale en 1841. C'est le premier pas que nous faisons dans une voie qui n'est pas exempte de péril. C'est le premier acte de réglementation de l'industrie qui, pour se mouvoir, a besoin de liberté. Et ensuite, on a cette réflexion, l'inspection du travail serait encore plus dangereuse que les grèves. Il ne s'agit aujourd'hui que des enfants en bas âge, toujours poursuite de Beaumont, mais soyez-en sûrs, un temps long ne s'écoulera pas sans qu'il s'agisse aussi de réglementer le travail des enfants. Ce que je voudrais dire, chers parlementaires, c'est qu'il ne faudrait pas que vous soyez, malgré vous et tout ça, mais les deux Beaumont d'aujourd'hui, et qu'à travers ce projet de loi, on vienne retirer le rôle de la loi, le rôle de l'État, qui sert de tampon entre les entrepreneurs et les salariés.